Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo après un petit moment d'absence. Cette vidéo va être un peu différente des précédentes parce que ce sera une vidéo tutoriel, comme le titre l'indique, consacrée totalement aux débutants. Du coup, si tu souhaites apprendre comment utiliser Make.com, eh ben, cette vidéo est parfaite pour toi car je vais vraiment reprendre toutes les bases des bases. Cette vidéo va être séparée en différentes parties. Je vais d'abord commencer par une présentation PowerPoint où je vais expliquer le but de l'automatisation et à quoi ça sert Make.com. Si ça ne t'intéresse pas, tu peux skip directement et partir sur la plateforme Make.com où tu verras comment on crée des workflows et où j'explique tout en détail. Du coup voilà, si cette vidéo, si vous êtes débutant, cette vidéo est faite pour vous. Si vous êtes un peu plus chevronné avec le logiciel Make.com, c'est pas grave, ça vous fera des petits rappels. On se retrouve sur ma plateforme et comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de ce nouveau format et à vous abonner. Du coup, à tout de suite. On se retrouve sur la présentation. Pour me présenter très rapidement, mais il y aura une page consacrée à ça plus tard, je m'appelle Soufiane, je suis consultant en automatisation et expert en Make.com, le logiciel d'automatisation. Le titre de cette présentation, c'est la page d'accueil, s'appelle Workflow. Workflow peut se traduire en fait par scénario. Et en fait, ce qu'on fait dans les automatisations, c'est qu'on crée des workflows ou scénarios, c'est exactement pareil. Et ça permet quoi? En fait, ça permet l'automatisation des tâches, notamment des tâches répétitives ou n'importe quelle autre tâche. Et un des avantages vraiment puissants en fait de ces automatisations, c'est qu'on peut rajouter de l'intelligence artificielle que l'on verra plus tard. Et pourquoi en fait l'automatisation s'impose comme être une solution vraiment intéressante pour notre marché actuel en 2025? C'est parce qu'en fait, c'est principalement dû à l'explosion d'informations, au flux d'informations qui devient vraiment trop conséquent. Et pour vous donner quelques chiffres, il y a par exemple par jour 347 milliards d'emails qui sont envoyés dans le monde, ce qui représente un flux d'informations excessivement élevé. 62% des professionnels déclarent perdre du temps sur des tâches répétitives. Et ça représente, par personne, en fait, 4 heures par jour, en moyenne, passées à faire des copier-coller ou de la gestion manuelle qui pourrait être fait de manière totalement automatisée et économiser 4 heures par jour, c'est quand même énorme, sachant qu'une personne travaille en moyenne 8 heures par jour. Et chose super importante également, c'est que 70% des erreurs en entreprise sont dues à des process mal optimisés qui pourraient être évités grâce à l'automatisation pour éviter les erreurs humaines. Au vu de ces statistiques, l'automatisation s'impose en fait comme une nécessité et non une option. C'est pour ça qu'en fait, de plus en plus d'entreprises se penchent sur l'automatisation, même si en fait en Europe, du côté francophone, il y a un certain retard, du côté américain, comme je vous expliquerai plus tard, ils ont un sacré avance par rapport à nous, une sacrée avance par rapport à nous, pardon. On va passer sur la diapositive suivante, où je vais quand même vous donner une définition beaucoup plus formelle de l'automatisation autre que celle que je vous ai donnée oralement pour le moment. Si on se base pardon, sur la définition la plus stricte de l'automatisation, je vais lire avec vous, l'automatisation désigne l'ensemble des technologies et méthodes permettant d'exécuter des tâches ou des processus de manière automatique, avec peu ou pas d'intervention humaine, en s'appuyant sur des outils logiciels, scripts ou intelligence artificielle. Et du coup, c'est exactement ça en fait. Dans notre cas, on va s'appuyer sur des outils logiciels, à savoir Make.com, mais également via l'intelligence artificielle en utilisant OpenAI. On va pas vraiment toucher au côté script, parce que ça c'est un peu différent, ça demande en fait un peu de connaissances en programmation, et le but de l'automatisation, c'est pas non plus de savoir coder, même si via l'intelligence artificielle, on peut lui demander de nous écrire des scripts. Dans cette diapositive, en fait, je fais un petit résumé. Où en sommes-nous dans le monde actuellement par rapport à l'automatisation? Est-ce que on est un peu tard? Est-ce qu'on est un peu tôt? Est-ce qu'on est, on va dire, plutôt en pleine ascension? Ça, on va voir tout de suite et j'ai envie de dire, en fait, ça dépend où on se trouve dans le monde. Ici, j'ai fait une comparaison, en fait, de l'adoption de l'automatisation des processus entre, d'une part, le monde, on va dire, américain, et le monde francophone où j'ai repris la France et la Belgique qui ont des chiffres exactement ou plutôt relativement similaires. Et on va commencer par différents indicateurs d'automatisation à l'échelle plutôt informatique au niveau des entreprises. On voit qu'il y a quand même un sacré retard de la France et de la Belgique par rapport aux États-Unis. Alors que 12% des entreprises françaises ont atteint ce niveau d'automatisation au niveau informatique pour plusieurs tâches, 85% des entreprises américaines ont déjà implémenté l'automatisation des processus robotisés.
En fait, c'est un retard qui est vraiment conséquent et on comprend pourquoi en fait, la France, ou la Belgique se désindustrialise petit à petit. C'est parce qu'elle n'est pas capable en fait de suivre le niveau de compétitivité du monde actuellement et en fait, c'est malheureux à dire mais, il y a un sacré retard qui est à combler et ça nécessite énormément de travail et c'est pour ça qu'en fait, ces processus d'automatisation doivent être de plus en plus adoptés par les entreprises. Si on prend par exemple des cas plus spécifiques, par exemple l'automatisation au niveau des factures, il y a seulement 22% des entreprises françaises qui utilisent ces solutions. Même si c'est en légère hausse par rapport à 18% en 2021, c'est quand même un sacré retard et une évolution qui est quand même que je trouve extrêmement lente. Alors que les entreprises américaines investissent massivement dans l'automatisation pour améliorer l'efficacité opérationnelle. Par rapport ça c'est le temps moyen consacré au traitement des factures, 27 heures par mois en 2022, une baisse par rapport à 36 heures en 2021. OK, c'est une certaine amélioration, mais on est quand même loin de l'efficacité souhaitée par rapport aux concurrents directs américains. Les entreprises américaines utilisent l'automatisation pour réduire considérablement. OK, OK. Les obstacles majeurs à l'adoption d'automatisation. Ici, on va voir qu'est-ce qui en fait freine l'automatisation finalement. Pourquoi les francophones, par rapport aux Américains, ne n'arrivent pas à suivre en fait le rythme. C'est parce qu'en fait, 31% des entreprises françaises identifient le manque de compétences internes comme un obstacle majeur. Ici, c'est à nuancer parce qu'en fait, et ça va être nuancé par rapport à ce qui est écrit dans la colonne américaine, c'est que les entreprises américaines investissent dans la formation pour surmonter ces obstacles. En fait, le problème français et francophone, c'est que les gens ne sont pas prêts à investir dans ce qu'ils connaissent pas ou connaissent mal, très mal. Alors que les Américains ont plus cet esprit, on va dire, entrepreneurial, ils investissent en masse et finalement les résultats arrivent parce que tout effet positif nécessite un certain investissement de base et une connaissance, ou plutôt un intérêt de la thématique. En France, le problème, c'est que les choses se font extrêmement lentes et pour ça, en fait, ça amène nécessairement du retard. En fait, ce que j'ai voulu illustrer via ce tableau, ces données, en fait, c'est que cela met en évidence ce retard des entreprises francophones en matière d'automatisation des processus par rapport à leurs homologues américains et ce contexte, en fait, souligne l'importance d'une intervention experte pour accompagner les entreprises dans leur transformation numérique et renforcer leur compétitivité. À savoir que pour vous donner quelques chiffres supplémentaires par rapport à l'automatisation, en fait, les entreprises qui ont adopté l'automatisation en termes de gains de productivité, ces entreprises estiment en fait une augmentation de productivité en moyenne de 35 à 50% par rapport à ce qui se faisait avant. Et aussi en termes de réduction des coûts, parce que j'ai dit que c'est un investissement de départ, mais l'investissement est vraiment ridicule par rapport aux gains, aux bénéfices de ces outils d'automatisation, parce que les entreprises réalisent en fait des réductions de coûts d'environ 30% en rationalisant pardon, des processus automatisés. On voit parfaitement que c'est vraiment super important et que les entreprises qui s'y intéressent pas et c'est pour ça que j'hallucine quand même, assez régulièrement quand je vois pas mal d'entreprises qui sont un peu, vieux jeu et qui veulent toujours s'atteler en fait à des choses qui sont manuelles et qui leur font perdre totalement en compétitivité par rapport au reste du monde. On va passer sur la diapositive suivante. Ce que permet l'automatisation. Je l'ai déjà dit à demi-mot, mais on va formaliser ça de manière plus concrète. Je vais essayer d'aller un peu plus vite dans la présentation. En fait, ça permet quoi? Ça permet de gagner du temps, comme vous l'auriez deviné, réduire les erreurs, notamment humaines, être plus rapide que ses concurrents, et ça, c'est exactement ce que font les Américains par rapport à nous, libérer les équipes pour des tâches à haute valeur, c'est-à-dire que vraiment, on va libérer du temps pour faire des choses beaucoup plus, on va dire, efficaces et créer des processus fiables. Ça, c'est par rapport aux erreurs humaines, scalable et constant. Et comme je l'ai dit dans la précédente diapositive, oralement, les entreprises qui mettent en œuvre ces processus d'automatisation, ça permet en fait un gain de productivité d'en moyenne 35 à 50%, ce qui est énorme. Et autre chose, en fait, quand je parlais dans la diapositive suivante des entreprises un peu vieux jeu qui préfèrent tout faire manuellement, en fait, c'est dommage parce que c'est non seulement c'est beaucoup plus lent, ça amène des erreurs humaines, mais c'est également beaucoup plus coûteux parce que ce qui peut être fait par, entre guillemets,
un robot de manière automatisée, en fait, c'est un employé qu'on a on n'a pas nécessairement besoin parce que ça peut être totalement automatisé. Ou peut-être que cet employé peut être consacré à d'autres tâches avec de plus haute valeur, avec des tâches à haute valeur ajoutée au lieu de faire des tâches répétitives que n'importe qui pourrait faire. Et en termes de réduction de coûts, j'en avais touché quelques mots oralement également dans la diapositive précédente, mais ça permet des économies euh, financières de 30%, ce qui est également très significatif. Et pour vous donner par rapport à un chiffre global par rapport au marché mondial, le marché de l'automatisation des processus est estimé en fait à 99 milliards de dollars en 2025. Et ça devrait croître avec un taux de croissance annuel de 6,3% pour arriver à 210 milliards de dollars d'ici 2037, c'est-à-dire dans un peu plus de 10 ans, ce qui est énorme. Un taux de croissance de 6,3%, c'est énorme. Pour vous donner une idée, par rapport, le PIB de la France augmente de moins d'1% chaque année. Alors imaginez 6,3% chaque année dans l'automatisation, ça veut dire que l'intérêt est de plus en plus croissant chaque année. Finalement, je vous ai beaucoup parlé d'automatisation, mais je vais quand même vous expliquer avec quoi on fait ces automatisations. Et en fait, ces automatisations se font grâce à un logiciel qui s'appelle make.com. C'est un logiciel que je trouve puissant, visuel, flexible. Et il existe d'autres outils d'automatisation comme Zapier ou N8N, mais je trouve que make.com est vraiment très intuitif, très professionnel. Le visuel est vraiment très beau, très facile à comprendre et je trouve que c'est le plus simple à adapter aussi au modèle entreprise. Du coup, make.com, c'est le logiciel qu'on va utiliser. En fait, ici, que ce qu'on voit, il y a une petite image où on voit des petites bulles qui sont en fait reliées par des pointillés. Et ces pointillés, en fait, c'est quoi? Ce sont des connexions entre ces petites bulles qu'on appelle en fait modules. Et ces modules, en fait, connectés l'un à l'autre, forment ce qu'on appelle un scénario ou un workflow qui va permettre d'effectuer des tâches. En fait, des modules, des applications, si on veut, qui avaient initialement aucun lien entre eux, par exemple Gmail, Excel, Drive ou ce qu'on veut, en fait, on peut créer des connexions entre elles pour faire passer pour faire passer pardon, du flux d'informations automatisé et créer en fait un scénario qui pourra faire des tâches complexes qui nous aurait pris vraiment plusieurs heures à effectuer de manière manuelle. Et qu'est-ce qui est écrit? Créer des scénarios automatisés visuellement, en glissant-déposant des blocs, oui, en glissant-déposant plutôt des modules, gérer des processus complexes, conditionnels et multi-étapes. Multi-étapes parce qu'en fait, on va sélectionner plusieurs modules pour créer le workflow, centraliser et fiabiliser les échanges de données entre outils. Oui, centraliser et fiabiliser, ça, ce sont vraiment des deux maîtres mots. Ça peut vous paraître abstrait, expliqué comme ça, si vous avez jamais vu make.com ou si vous apprêtez à apprendre. Du coup, ceci est simplement une explication théorique. Lorsqu'on passera sur le cas pratique, juste après la présentation, ça vous paraîtra beaucoup plus clair, toutes ces notions de modules, connexion, etc., etc. Qui suis-je finalement? Parce que je me suis présenté rapidement au début, j'ai dit que j'étais expert make.com et en automatisation. Mais pour expliquer un peu mon background, j'ai un master en sciences, spécifiquement dans la chimie. Et en fait, j'ai une assez bonne connaissance des contraintes du monde industriel, du rythme de travail, des besoins du monde scientifique, mais pas que, mais également du monde industriel de manière générale, parce que j'ai travaillé dans beaucoup de secteurs différents, que ce soit pharmaceutique, agrochimique, hospitalier, etc., etc. Et j'ai une assez bonne capacité à traduire des besoins de ces secteurs parce que j'ai vraiment eu un œil visuel sur toutes les petites tâches administratives et contraintes qu'on peut retrouver dans ce monde classiquement connu qu'est l'entreprise. Gratuite, c'est une sorte de devis si on veut. Et ensuite, je leur fais une recommandation sur ce qui peut être fait. Et ensuite, on discute de la suite. Mais ce que je fais également, c'est qu'en fait, ce qui est nouveau et qui est intéressant pour pas mal d'entreprises, d'avoir une personne qui est totalement, qui a pas totalement, mais qui a des connaissances en automatisation, ce qui fait qu'en fait cette personne aura son travail au sein d'entreprise, mais aura également des connaissances en automatisation, c'est-à-dire que je forme en fait une personne en interne dans l'entreprise qui est capable de se familiariser avec les bases de l'automatisation pour qu'il puisse gérer tout ça à sa manière. Mais bien sûr, je serai toujours là s'il y a des questions supplémentaires, mais je forme une personne en interne.
Par rapport aux automatisations en catalogue, on va voir quelques exemples dans les diapositives suivants. Ici, par exemple, j'ai créé un workflow que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube qui permet la génération de factures de manière automatique. C'est quelque chose d'assez classique en entreprise. Ici, on a différentes bulles en fait. Ces différentes bulles, notamment Google Sheet, Google Doc, Google Drive, Gmail, sont tous connectés par des pointillés qui représentent les connexions et auquel j'ai mis un filtre notamment entre le premier et le deuxième module. Tout ça, j'expliquerai en détail plus tard sur la plateforme, ne vous inquiétez pas. C'est une des automatisations que je fais. J'ai également créé des automatisations qui sont beaucoup plus adaptées à certains secteurs spécifiques, notamment le monde scientifique. Si certains chercheurs veulent optimiser leur recherche scientifique, pardon, en obtenant des articles les plus pertinents, ce workflow est en fait parfaitement adapté aux scientifiques, ce qui leur permettra de gagner du temps et d'avoir des résultats vraiment super, super précis et affinés à leurs besoins. J'ai également créé des outils de traduction. Je rentre pas trop en détail, mais je vous laisse regarder tout ça sur ma chaîne YouTube parce que chaque workflow que je présente est en fait décortiqué et expliqué en détail sur mes vidéos. Et pour vous dire qu'on peut créer des workflows beaucoup plus complexes avec plusieurs chemins, notamment ce workflow de brevetabilité et analyse concurrentielle, où certains en fait, certaines entreprises préfèrent faire une étude de brevetabilité et voir les concurrents avant de se lancer dans des domaines de recherche. Et en fait, ce workflow permet de faire toute cette recherche en amont pour éviter de faire quelque chose qui est déjà sur le marché. À savoir, comme je l'ai dit, que toutes ces vidéos se retrouvent, sont sur ma chaîne YouTube, mais il y a également plein d'autres vidéos, comme vous pouvez voir des miniatures ici, que, que j'ai créées et que vous pouvez voir de manière totalement gratuite sur ma chaîne YouTube. Ça met donc fin à la présentation PowerPoint où je vais vous expliquer le principe de l'automatisation et à quoi ça sert le logiciel Make.com. Je pense que maintenant vous avez une assez bonne idée de à quoi ça sert et du potentiel à en devenir sur le marché. Je vous invite donc maintenant à rester sur cette vidéo et on va passer sur ma plateforme pour vous expliquer le b.a.-ba de l'automatisation avec Make.com. Bien, on se retrouve sur la plateforme Make.com qui va vous permettre de créer vos premières automatisations. Lorsque vous allez créer votre compte, en fait, vous allez apparaître sur cette plateforme. Ici, on est dans la rubrique Teams, mais vous pouvez aller directement, par exemple, dans la rubrique Organisation, où vous allez voir toutes les informations importantes, notamment le nombre de crédits qui vous restent par mois, parce qu'on a un certain nombre de crédits ou d'opérations qu'on peut effectuer par mois au niveau des automatisations. Moi, j'en ai 10 000. J'ai souscrit à un plan qui coûte à peu près 10 dollars par mois, mais il y a également un plan gratuit qui vous permet de faire beaucoup de choses. Et ce mois-ci, j'ai vraiment pas beaucoup utilisé parce que j'étais focus sur d'autres business. Mais ce mois-ci, enfin, le prochain mois qui arrive là, je vais être totalement focus sur plein de projets intéressants qui me sont arrivés. Du coup, il y a également une rubrique Teams si vous pouvez travailler en équipe sur certains projets. Il y a également la rubrique Subscription. Moi, je vous ai dit que j'ai le plan Core qui est à 10 dollars par mois, mais il y a également un plan gratuit qui va vous limiter à 1000 opérations, mais qui est largement suffisant pour faire beaucoup de choses. Et il y a également des plans Pro et Teams que j'ai jamais expérimenté. Mais ce qui va surtout nous intéresser en fait, ceci c'est My Organization, c'est plutôt toutes les informations générales par rapport à votre plan, crédit, etc. Mais pour créer votre scénario, vous allez créer sur Create Scenario et après il va être stocké ici à gauche dans Scénario. Je vais cliquer ici, Create Scenario. Voilà. Et ce que vous pouvez directement faire, c'est en fait donner un nom à votre scénario. Et moi, je vais l'appeler en fait anniversaire, où on va créer un premier scénario qui aura un lien en fait avec une invitation pour un anniversaire. Bien, maintenant on a donné un titre à ce workflow anniversaire. Ici, il y a une bulle avec un plus. On va cliquer dessus juste après. Mais on voit qu'il y a plusieurs rubriques en fait. Ici, il y a Run Once. C'est en fait ce Run Once. Lorsqu'on voudra exécuter le scénario, on devra tout simplement cliquer dessus. Ou bien si on ne veut pas cliquer dessus, mais plutôt le paramétrer avec certains intervalles de temps, en fait, c'est possible en fait de prévoir un intervalle de temps, toutes les 15 minutes, toutes les 30 minutes, etc., etc. Ici, on va pouvoir sauvegarder en fait nos workflows.
ici, en fait, auto-align, lorsque le workflow devient de plus en plus complexe et qu'on veut tout aligner correctement, on va utiliser la fonction auto-align. Tac, tac, tac. Ça, j'utilise rarement. J'utilise rarement. Ça, ce sont des settings, j'utilise rarement, je laisse tout de manière automatisée, etc. Et ici, on a trois familles de workflow qui sont super importantes, trois familles de modules qui sont super importantes. Les flow control, notamment avec l'itérator et l'array aggregator, qui sont très importantes, mais j'explique pas parce que c'est pas encore le cas. On n'en a pas encore besoin. Il y a des tools qui vont nous permettre de stocker des variables. Et il y a également tout ce qui est text parser pour le traitement de texte. Mais voilà, tout ça c'est simplement un titre informatif, à savoir qu'on peut dézoomer ou bien zoomer. On peut bouger ici de manière totalement libre en fait. Et, euh, et vraiment c'est super, super un peu, c'est ludique en fait, c'est intuitif. Mais on va pas perdre plus de temps et on va en fait créer notre premier workflow. Et pour ça on va ajouter en fait notre premier module. Mais pour ajouter notre premier module, en fait, je vais ajouter un module spécifique. J'ai cliqué sur le plus en fait ici et on voit qu'il y a plusieurs choses qui apparaissent. Et en fait, tout ceci, ce sont des modules ou bien des familles de modules. À savoir que si je clique par exemple sur Gmail, on me propose en fait plusieurs types de Gmail. À savoir Watch Emails, il y a également Send an Email, etc., etc. Mais dans mon cas, on va pas prendre ceci, on va prendre un autre module plutôt de la famille de Google Sheet et je vais plutôt utiliser ici Search Arrows. C'est-à-dire qu'en fait, pour l'anniversaire, je vais créer une liste d'invités auxquels je vais envoyer un email d'invitation. Et tous les noms et le contact email de ces personnes vont enfin, en fait être stockés dans un document Google Sheet qui est en fait une sorte de document Excel. Je vais donc ajouter notre premier module à ce workflow et je vais tout simplement cliquer dessus. Et voilà, ici ajouté. Et maintenant, ce qu'on nous demande en fait, c'est le Spreadsheet ID. Quel document en fait on va le connecter. À savoir que si vous vous connectez pour la première fois à Google Sheet, enfin première fois, oui, à Google Sheet avec mes.com, vous devrez, euh, comment dire ça, donner des autorisations, faire des connexions. C'est très simple. Vous avez tout simplement à suivre ce qui est écrit et vous allez faire votre connexion de manière très très facile. Pour rajouter notre Google Sheet et faire la connexion avec notre module ici, on va en fait aller sur notre Google Drive. On va cliquer sur New. On va tout simplement en fait créer un document Google Sheet. Il va y avoir une page qui va s'ouvrir. Ma connexion aujourd'hui est un peu lente. Je suis pas chez moi, mais on fait avec les moyens du bord. Du coup, je vais appeler ce document Google Sheet anniversaire. Et je vais par exemple créer ici quelques rubriques. Je vais écrire notamment prénom, pourquoi pas âge, email, et je vais créer une colonne qui va s'appeler invitation envoyée, point d'interrogation. Et je vais inventer des noms. Je vais par exemple écrire Sophie, Marc, Thomas. En fait, je crée une autre liste d'anniversaires. Je vais par exemple écrire 22, 27 et Thomas aura 25. Et pour l'adresse email, en fait, pour vous montrer le résultat, le plus simple, c'est que je m'auto-envoie à moi-même l'email, mais dans une situation réelle, en fait, euh, il faudra envoyer à la bonne personne. Je vais faire un peu de formatage ici pour que ce soit un peu plus propre. Et ici, invitation envoyée, oui ou non. Ça, je vous expliquerai après c'est quoi le but. Très bien. Notre Google Sheet a été créé. On a on a un titre qui s'appelle anniversaire. On a prénom, âge, email, invitation envoyée, etc. Parfait. Je vais même je vais même changer de titre parce que anniversaire 2025. Allez, on va faire ça comme ça. On va retourner sur notre Google Sheet et cette fois-ci, en fait, on va sélectionner le bon Google Sheet. À savoir qu'une chose importante que vous devez faire,
c'est que vous devez ici refresh form. Ça permet de réactualiser si on veut les documents, parce que c'est possible qu'une fois qu'on ait rajouté le module et qu'on ait créé ensuite le Google Sheet, c'est possible qu'il ne le voit pas directement, du coup il faut refresh le module. Une fois que ça a été refresh, on a bien sélectionné la méthode select from my drive, on va aller maintenant sélectionner le spreadsheet ID, c'est-à-dire le document en question, et on l'avait appelé anniversaire 2025, et il se retrouve ici, anniversaire 2025. Une fois que ça a été fait, en fait, ici on nous demande de sélectionner, c'est obligatoire, le sheet name. Et ici on a sheet numéro 1. On va cliquer dessus parce qu'en fait ici, le document ici s'appelle sheet numéro 1 également. Plutôt la page s'appelle sheet numéro 1. Ensuite, on nous demande table contain headers. Est-ce que la table contient, si on veut, une header, c'est-à-dire une ligne numéro, une en-tête. Une en-tête, c'est ce que je cherchais. Et en fait, oui, ça contient une en-tête. Et l'en-tête en question ici, c'est ceci. C'est prénom, âge, email, invitation envoyée, etc. C'est en fait des titres, si on veut. Et ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande d'autre? Le reste, c'est pas important. C'est tout ce que vous avez à faire pour le moment, c'est simplement ceci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, si je supprime, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder et ensuite on va lancer le run et on va voir ce qui se passe avec votre premier module. Et pour rappel, on a pris le module Google Sheet Search Rows, c'est-à-dire que normalement il devra chercher dans les colonnes. On va voir qu'est-ce qui se passe. Je lance le run. Le run a été lancé. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe. En fait, ce qui va apparaître, en fait, c'est ce petit truc à droite avec un numéro 1 et ça va ouvrir une fenêtre qui est en fait un bundle. Et dans le bundle, on a quoi? On a le input et le output. Et ce qui nous intéresse, en fait, c'est le output, c'est-à-dire le résultat. Et en fait, on a quoi? On a 3 bundles. On a un bundle 1, bundle 2 et bundle numéro 3. Je vais les réouvrir, les 3. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit qu'on a récupéré? Pour chaque bundle, on a Sophie, 22, l'adresse email, etc. Et si on revient sur le Google Sheet, en fait, on a quoi? On a Sophie, 22 et l'adresse email. Et en fait, on a récupéré toutes les informations de chaque client. Enfin, chaque client, de chaque invité pour l'anniversaire. Et en fait, ceci est le premier bundle, le premier module. Et en fait, ce module fait quoi? Ce module Google Sheet, Search Rows, nous permet simplement de récupérer les informations qui se trouvent dans un document Google Sheet. Mais on va aller encore plus loin en fait. On va rajouter en fait un autre module. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? On va rajouter en fait un module OpenAI d'intelligence artificielle. Et on va sélectionner Create a Compilation. Et je vais vous expliquer. Avant de paramétrer, je vais quand même, ouais, il faut quand même que je choisisse finalement un modèle. En fait, vous allez pouvoir choisir différents modèles de ChatGPT, mais moi je choisis toujours le plus économique, hein, c'est le GPT-4o Mini. À savoir que pour utiliser le module OpenAI, parce que c'est quand même le but principal en fait de ces, de ces automatisations, c'est quand même de jouer un peu avec l'intelligence artificielle, c'est qu'en fait, vous devez faire quelque chose de supplémentaire pour OpenAI que je vais vous expliquer tout de suite. Bon, ici, je reviendrai plus tard, je vous explique pas, c'est juste pour pouvoir enregistrer quelque chose. Décidément, j'enregistre. Parfait. Je vais rajouter ici un filtre entre les deux, parce qu'en fait, une fois que je vais écrire anniversaire, tac, 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 ouais, anniversaire, invitation, pas encore envoyé. On va faire ça comme ça. Et la condition, ça va être quoi? Ça va être qu'en fait, la colonne ici, la 4e colonne de mon Google Sheet, le texte, pour que l'invitation puisse être envoyée, il faut que le texte opérateur soit vide. Bon, ça peut paraître un peu complexe, mais ici, je viens de rajouter un filtre. Et en fait, ce filtre, il dit quoi? Ce filtre, il dit que si la 4e colonne, à savoir cette colonne-là, est vide, alors l'information pourra passer le filtre. Mais si il y a marqué quelque chose, alors, ou plutôt,
Si la colonne est différente de empty, vide, alors l'information ne pourra pas passer le filtre. Et ça, on jouera plus tard. Comme ça, on jouera plus tard sur certains autres paramètres. Comme ça, une fois que l'invitation est envoyée à une personne, eh ben, cette quatrième colonne, eh ben, on va pouvoir écrire de manière automatisée oui. Comme ça, on ne va pas renvoyer plusieurs fois à la même personne une invitation. À savoir que si vous voulez utiliser le module OpenAI, en fait, vous devez souscrire à OpenAI et ça coûte vraiment pas grand-chose. Je vais vous donner une idée. En fait, moi, j'ai rajouté, ça fait 4 ou 5 mois de cela, 5 dollars pour pouvoir utiliser le module OpenAI. Et en fait, j'ai utilisé des milliers de fois et il me reste toujours 3,39 $. Et en fait, qu'est-ce qui va faire que vous allez dépenser beaucoup ou pas? Parce qu'en fait, lorsque vous faites des requêtes à OpenAI, via Make.com, OpenAI génère des réponses. Et des réponses à un nombre de caractères. Et en fait, le coût de ces caractères va dépendre en fait du modèle que vous allez utiliser dans le GPT. Moi, je prends le modèle le plus économique, le GPT-4o mini. Après, si vous avez besoin de faire des calculs super puissants, vous pouvez utiliser d'autres modèles, mais pour tous nos tests, le GPT-4o mini, je recommande parce que vous pouvez vraiment écrire des milliers, des centaines de milliers de textes et ne gaspiller pratiquement rien du tout. Ce qui fait qu'en fait, pour 5 dollars, vous pouvez vraiment l'utiliser de manière illimitée. Et pour ça, vous devez simplement souscrire un plan ici dans OpenAI. Vous pouvez rajouter, en fait, c'est une sorte de crédit balance. Vous rajoutez la somme que vous voulez. Moi, j'ai rajouté 5 dollars et vous pouvez voir, il me reste toujours 3,39 $ après plusieurs mois. Du coup, voilà, ça c'est une petite parenthèse. Si vous voulez que je vous montre comment rajouter du crédit, vous me le dites en commentaire, mais c'est vraiment pas compliqué. Du coup, voilà. Maintenant qu'on a rajouté notre premier module, on a mis un filtre entre les deux. Et ici, on a créé une connexion. On a créé une connexion, à savoir qu'on peut étirer cette connexion ou bien on peut en fait découper la connexion, unlink, mais je ne vais pas la faire parce que ça risque de détruire le filtre que j'ai mis entre les deux. Et on peut en fait créer également, comme je viens de dire, un filtre entre les modules. À savoir que si par exemple le scénario est un peu dégueulasse, un peu dézoomé, etc., et qu'on veut aligner ça de manière plus propre, on va dans Auto Align et ça va aligner de manière beaucoup plus gracieuse, si on veut. Voilà, maintenant on va paramétrer le deuxième module. À savoir que ici on peut choisir entre assistant, développeur. Ici, on va se mettre dans le rôle de l'utilisateur. Et en fait, on va demander, je vais par exemple demander à OpenAI, peux-tu m'écrire un mail d'invitation? Je fais vraiment tout de A à Z pour vous montrer. D'invitation d'anniversaire pour mes amis, pour mon ami. En l'occurrence, ici, on va faire du mapping, c'est-à-dire créer une connexion entre un module et un autre. Ce qui fait qu'ici, il reprendra le nom de Sophie, mais également le nom de toutes les autres personnes. Tu écriras un message standard pour que la personne vienne à mon anniversaire et tu lui demanderas de me confirmer cela par email également. Et tu lui demanderas de me confirmer sa réponse plutôt. Sa réponse. Et je vais supprimer ici. Voilà. Ici, c'est l'utilisateur qui demande quelque chose à OpenAI. Je vais rajouter une autre information importante. Je vais demander à l'assistant, rédige-moi, et je vous expliquerai juste après, rédige-moi la réponse, entre parenthèses, le output, en HTML. Je lui demande de rédiger ça en HTML parce que pour pouvoir envoyer un email, après, on aura besoin du HTML, mais je vous expliquerai ça. Du coup, voilà. On a paramétré en partie le modèle OpenAI. Il y a d'autres choses que je vais vous montrer en fait. Ici, en fait, il y a un nombre de tokens qu'on va utiliser pour générer la réponse. C'est le maximum de tokens qu'on veut utiliser, hein. C'est-à-dire qu'il est possible qu'il n'utilise pas des 2048, même loin de là, mais voilà. Moi, je vais mettre 1300 tokens, mais ça utilise vraiment très peu. Je vais aller dans les Advanced Settings
Et je vais jouer ici sur la température. La température, c'est quoi en fait? C'est si on veut la créativité qu'on laisse à OpenAI. C'est-à-dire que si on se met sur des températures de 1.5, en fait, on va laisser à OpenAI beaucoup plus de liberté de décider, de prendre des décisions, d'apporter de la variabilité. Tandis que si on met une température basse, on demande à OpenAI d'être extrêmement strict par rapport à la requête qu'on lui demande, ce qui fait qu'en fait, on pourrait également avoir une répétité, je sais plus comment on dit. C'est-à-dire que les résultats d'un workflow à un autre seront assez similaires, vu qu'on laisse très peu de créativité à OpenAI. Du coup, je mets sur 0.1. Voilà, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais relancer le workflow et on va voir qu'est-ce qui se passe. Voilà, le premier module a été fait. L'information a passé le filtre sans problème. Mais ici, voilà, c'est encore en train de tourner en fait. Et voilà, c'est fini normalement. Ah oui, c'est fini, ok. Les informations ont passé le filtre sans problème, hein, et ça c'est normal parce qu'aucune invitation n'a encore été envoyée. Euh, et en fait, ici on voit ici on a obtenu 3 réponses, 3 opérations. Et ici on voit le nombre de crédits qui a été utilisé. Pour rappel, on a droit à 1000 crédits par mois sur le plan gratuit et 10 000 avec le plan à $10 par mois. En fait, ça utilise très peu de crédits. C'est pour ça que je vous dis qu'avec 1000 crédits, vous pouvez déjà faire pas mal de choses. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que on va voir de output. On a récupéré les informations du Google Sheet. On a nos 3 bundles avec les informations de nos invités pour l'anniversaire. Et on a également, en fait, ici, la réponse générée par OpenAI. Ici, on lui avait demandé de nous rédiger un texte en HTML par rapport, en fait, à une invitation pour un anniversaire. Et ça, c'est la réponse qu'on a obtenue. On obtient une réponse en HTML. J'espère que tu vas bien. Je t'écris pour t'inviter à célébrer à mon anniversaire. À très bientôt, etc. Du coup, voilà. Ici, on va directement remarquer des petites erreurs qui vont pas. Ici, dans le HTML, en fait, on nous met en fait ceci avant ou après le HTML, ce qui est problématique. C'est-à-dire que quand on devra envoyer un email, via le module Gmail. Je vous montrerai après pourquoi ça ne va pas. En fait, il faut qu'on ait le output qui soit uniquement en HTML. Le HTML commence ici et termine ici. Et ceci ne fait pas partie du HTML, ce qui fait que ça gâche en fait le HTML. Et si on copie-colle tout ça, ben ça posera problème. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner ici et je vais demander en fait à l'assistant, je ne veux voir que du HTML et rien d'autre avant ou après. En l'occurrence, je ne veux pas voir ceci ou également ceci. Parce qu'on se rappelle, si je fais dans la réponse, il y avait ceci au début et ceci à la fin qui ne va pas. Et il y a même aussi autre chose que je vais remplacer, ici ton nom. Ok, je vais le faire signer avec un nom. Je vais lui dire, tu crées un message standard pour que la personne vienne à mon anniversaire. Tu signeras en mon nom, Soso, à la fin de l'email. Voilà, et maintenant, on va relancer. En fait, ce type d'exercice via les automatisations, c'est beaucoup d'essais, erreurs, essais, erreurs. C'est trouver des solutions, analyser les erreurs et trouver des solutions. Si vous avez l'esprit analytique, en fait, ce métier est fait pour vous. Je vais sauvegarder pour créer une sauvegarde, à savoir que toutes les sauvegardes que vous faites, vous pouvez revenir à des sauvegardes bien précises en fait. Ce qui fait que si vous avez foiré quelque chose, vous pouvez revenir à la sauvegarde que vous avez faite 2 minutes avant. Toutes ces sauvegardes sont conservées. Je vais relancer le workflow et on va voir cette fois-ci la réponse qui aura été générée. Il a déjà récupéré des informations du premier workflow, du premier module, pardon. Ok, première personne faite, deuxième, et maintenant troisième. La troisième est en cours. Voilà, c'est fini. C'est très rapide, hein. Maintenant, on va réanalyser la réponse. Tac, tac, super.
On a que du HTML pur et à la fin, il signe bien avec Soso, pas de commentaires ni avant ni après. C'est parfait. Ceci étant fait, maintenant on va rajouter un troisième module. Mais avant ça, je fais un petit résumé rapide. Du coup, on a créé une liste d'invités dans un document Google Sheet avec le prénom, le nom, enfin prénom, âge, adresse email, etc. On a aussi on a récupéré toutes ces informations. On a aussi créé un message de bienvenue pour l'anniversaire. Et j'ai mis un filtre ici qui laisse passer uniquement des contacts pour qui on n'a pas encore envoyé de message pour souhaiter, pour inviter à l'anniversaire. Mais maintenant qu'on a récupéré la liste, qu'on a créé un texte, il faut quand même l'envoyer à la personne et c'est ce qu'on va faire maintenant. On va rajouter un troisième module et ce module, ça va être un module Gmail. Tac, tac. Non, pas celui-ci. Je vais supprimer et on va plutôt utiliser Send an email. C'est parce que c'est ce qu'on veut faire. On va envoyer un email à la personne pour l'inviter à notre anniversaire. Du coup, comme titre, je vais par exemple écrire invitation à mon anniversaire. Et en fait, dans le content, ça va être très simple. On va simplement reprendre le résultat qui a été, euh, qui a été créé dans le module OpenAI. Et en fait, pourquoi j'avais demandé dans le précédent module d'écrire en HTML? Parce qu'en fait, comme vous pouvez dire ici, you can use HTML tags. On peut simplement utiliser du langage HTML. Du coup, c'est pour ça qu'en fait, j'avais demandé ici à OpenAI de me donner une réponse en HTML. Maintenant, ça doit faire sens pour vous. Parce que si j'avais écrit un texte directement, eh ben, ça n'aurait pas fonctionné. Et vous vous rappelez que j'avais commenté spécifiquement en fait sur OpenAI pour, enfin, pardon, oui, que j'avais dit voilà, je veux pas avoir de commentaires de ce type ni avant ni après parce que ça aurait en fait faussé le HTML et le module Gmail n'aurait pas reconnu le langage HTML. Du coup, voilà. Chose importante à savoir, c'est qu'il faut faire la connexion Gmail avec Make.com. C'est pas aussi facile que les autres modules. En fait, il faut aller sur Google Console. Ça prend à peu près 10 minutes, mais une fois que vous l'avez fait, vous êtes tranquille pour toujours. Il faut juste ensuite revalider de temps en temps en un clic. Si vous ne savez pas comment faire, regardez sur ma chaîne YouTube. J'ai fait un tutoriel d'environ 10 minutes qui explique comment faire la connexion avec Gmail pour que vous puissiez envoyer des emails de manière automatisée. Du coup, voilà. On va envoyer un email, invitation à mon anniversaire. On a mis le texte ici et il faut quand même envoyer à quelqu'un. Et ici, en fait, on va faire du mapping également. On va aller dans les informations qui ont été récupérées, adresse email. Je fais du mapping. Mapping, c'est simplement en fait faire un transfert d'informations d'un module à un autre et créer des connexions comme ceci. C'est-à-dire que l'information qui a été créée au premier module, je vais l'utiliser dans un autre module. Et enfin, on appelle ceci du mapping. À savoir que ici, j'ai mis email, colonne numéro C, ça correspond en fait, tac, tac, tac. Oups, ça correspond en fait à cette colonne, la colonne numéro C. Très bien. Ceci étant fait, je vais sauvegarder. Il n'y a absolument rien d'autre à faire. Et je vais envoyer, et je vais lancer le run pour voir si un email a bien été envoyé d'invitation à mes amis. Je vais sauvegarder et je vais lancer le run et on va voir ce qu'on obtient. Voilà, le workflow est terminé. Ça a pris quelques secondes. Je vais directement me rendre dans ma boîte email pour voir qu'est-ce qui a été envoyé. Je me suis auto-envoyé à moi-même, mais imaginez que vous envoyez ça en fait à différentes adresses email. Je le fais par souci de clarté pour que vous voyez le résultat. Du coup, je vais dans ma boîte email. Je vais actualiser ici. Et voilà, j'ai reçu 3 invitations à un anniversaire. Et on voit qu'en fait, on a
on avait Sophie, Marc et Thomas. On a du coup 3 invitations différentes. Je vais en ouvrir un, celle de Thomas. Et on voit que voilà, c'est vraiment très, très, très bien fait. Invitation à mon anniversaire, c'est un titre, un titre en noir, c'est clair et net. Ça de Thomas, j'espère que tu vas bien. Je t'écris pour t'inviter à célébrer mon anniversaire. Ah, peut-être qu'on peut améliorer ça. Date et heure, oui, ça je vais améliorer. Ce sera l'occasion de passer un bon moment ensemble et de fêter comme il se doit. Nous nous retrouverons chez moi à l'adresse suivante. Merci de me confirmer ta présence par email. J'espère vraiment que tu pourras venir. À très bientôt, Soso. Très bien. Du coup, on voit qu'il y a quand même quelques petites choses à changer. Je vais retourner ici sur OpenAI et on va un peu changer de prompt. Je vais écrire en plus. Tac, tac, tac. Je vais faire un espace. Je dirai, voilà. Ça sera par exemple l'anniversaire. Oups. L'anniversaire aura lieu le 20 mai à partir de 17h dans à mon domicile, par exemple, on va dire à, je sais pas, on va dire à Bruxelles. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Je vais relancer le script, je sauvegarde, relancer par exemple, pardon, le workflow et on va voir ce que ça donne. Tac, tac, tac. Voilà, c'est fini. On va voir directement ce que ça a donné comme résultat. Je vais retourner ici. J'ai de nouveau trois invitations. Je vais voir ici. Salut Thomas, j'espère que tu vas bien. Je t'invite à célébrer mon anniversaire le 20 mai à partir de 17h chez moi à Bruxelles. Merci de me confirmer ta présence par email. À très bientôt, amicalement ce soir. Très bien. Maintenant, si on voit pour euh, Marc, etc., c'est exactement le même message qui a été envoyé en un clic. Du coup, au lieu d'envoyer 3 invitations différentes, on a envoyé de manière automatisée les 3 d'un coup. Et à savoir que si vous avez une liste de 50 invités, bah, il vous faudra simplement un clic pour envoyer toutes ces invitations. C'est ce qu'on appelle l'automatisation. Du coup, voilà. Mais maintenant, à supposer que voilà, on a envoyé les invitations et qu'ensuite on rajoute quelqu'un d'autre. On va rajouter, je sais pas moi, on va rajouter un autre nom, on va dire Cécilia. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas envie de renvoyer 3 fois la même, enfin, renvoyer 2 fois la même invitation aux personnes à qui on a déjà lancé une invitation, à savoir Sophie, Marc, Thomas, etc. Mais du coup, ce qui va se passer en fait, et je vais vous montrer, c'est qu'en fait, on va relancer pour ces 3 personnes et après, je vais rajouter une subtilité. Ou plutôt, je vais rajouter la subtilité maintenant. Pour éviter d'avoir des doublons, c'est-à-dire envoyer 2 fois la même invitation à quelqu'un, je vais rajouter en fait un autre module, Google Sheet, Update Arrow. On va sélectionner, pardon, pas ici. On va sélectionner en fait le même Google Sheet, anniversaire 2025. Sheet name, exactement celui-là. La row number pour ici, on va en fait update la row number qui correspond à la ligne des informations qui ont été récupérées. Du coup, vous partez sur en fait le premier module et vous mappez row number. La table contient des headers et du coup, on retrouve quoi ici? On retrouve prénom, âge, email, invitation envoyée. Du coup, on va écrire ici oui, invitation a été envoyée. Ce qui va faire en fait que ce qui va en fait ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'on aura envoyé l'invitation, il y aura oui qui sera ajouté en fait à la 4e colonne. On va faire l'exemple maintenant. Je sauvegarde et je lance le run et on va voir ce qui se passe. Très bien, c'est fini.
je vais retourner dans mon Google Sheet et je vais vous montrer qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Vous voyez ici, invitation envoyée. Maintenant, on a la confirmation que l'invitation a été envoyée à ces 3 personnes. Je vais retourner dans ma boîte email. Je vais vous montrer les 3 invitations qui n'ont pas été encore ouvertes. Bien. Maintenant, je vais ajouter une autre personne, à supposer que voilà, on a rajouté 3 personnes, cette invitation a été envoyée à ces 3 personnes. On va rajouter Cécilia, qui est également invitée à notre anniversaire, et elle a 27 ans. 27 ans. On va prendre la même adresse email pour voir le résultat. Et cette fois-ci, voilà, il n'y a pas écrit oui. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que ça va envoyer en doublon ou non? On va voir rapidement le résultat. On revient ici et je vais lancer le run. Voilà, ici on voit que ça a été lancé une seule fois. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas envoyé. On va aller au niveau du filtre. C'est ici que le filtre a fait son travail. En fait, ici, le premier module a récupéré toutes les informations. Il a récupéré Sophie, Marc, Thomas et Cécilia. Mais le problème, c'est qu'ici, j'ai mis un filtre. Et ce filtre, en fait, il va regarder dans la colonne D. Si dans la colonne D, il n'y a rien d'écrit, hein, alors l'information pourra passer le filtre. Or, en ce qui concerne Sophie, Marc et Thomas, la colonne D n'est pas vide, il y a un texte. Pour que l'information puisse passer, il faudrait qu'en fait cette colonne D soit vide. Ce qui était le cas juste avant. La colonne de Cecilia était vide. Ce qui fait en fait que ceux à qui on a déjà envoyé une invitation, on ne pourra pas leur envoyer 2 fois l'invitation. C'est-à-dire que maintenant on peut rajouter autant d'invités qu'on veut. On ne va jamais envoyer en doublon une invitation. Et je vais même aller dans ma boîte email pour vous montrer. Du coup, on a bien l'invitation pour Cécilia qui a également été envoyée. Très bien. Du coup, voilà, ce workflow est terminé. C'était une petite vidéo tutoriel pour vous montrer comment on crée un workflow de A à Z en détail. À savoir que vous pouvez exporter ce workflow. C'est ce qu'on appelle ici un blueprint. C'est-à-dire que par exemple, si vous êtes client, je peux créer le workflow. Vous l'exportez en blueprint, vous pouvez le mettre dans votre propre logiciel Make.com. Vous devrez simplement faire des connexions et c'est tout. C'est pour ça que c'est très facile en fait de travailler avec Make.com. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ce format tutoriel. Je ferai à l'avenir quelques autres tutoriels. Je prépare également une formation pour Make.com. Dites-moi également en commentaire ou par email si ça vous intéresse ce type de formation que je suis en train de créer. Du coup, voilà, je vous souhaite bonne journée, prenez soin de vous et à très bientôt.